Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de décembre et comme pour le mois précédent, j'ai 4 romans à vous présenter. Comme vous pouvez le voir en fond, j'ai une nouvelle desserte, c'est révolutionnaire, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, elle est très vite pour le moment, il y a qu'en bas où j'ai mis une partie des romans de mon copain et quelques jeux à lui. Mais je mettrai ensuite sur les 2 étages du dessus les romans que je dois lire, par exemple les services de presse et tous les romans que j'aimerais bien lire dans les mois à venir. On ferme la parenthèse et on commence sans plus tarder. Alors, première lecture, c'est un service de presse que j'ai reçu donc de la part de l'auteur. Il s'agit de Lena Ventura et l'éclat d'éternité. C'est le tome 1, puisque il est prévu qu'il y ait d'autres tomes, hein, et puis la fin clairement annonce une suite. C'est écrit donc par Nathan Guérin, c'est de l'auto-édition, mais comme vous pouvez le constater, je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs dans un book haul, le roman est magnifique, il a très très bien été travaillé et c'est l'auteur lui-même qui a tout fait, que ce soit la couverture, l'histoire ou les illustrations, puisqu'il y a à l'intérieur des illustrations, déjà à chaque début de chapitre, il y a automatiquement une illustration et parfois s'il y a des énigmes ou autres, on va avoir des dessins. Mais donc, de quoi parle Lena Ventura? Tout simplement, c'est un roman d'aventure et d'énigmes, je dirais, puisque on suit donc Lena Ventura, qui déjà rien qu'au nom on a compris est une aventurière dans l'âme, hein, qui va se lancer en fait dans la quête de l'éclat d'éternité, qui est une relique égyptienne que son père lui-même a tenté en vain de trouver pour ressusciter sa mère. Sauf que son père a disparu, elle s'est donc retrouvée orpheline, mais un jour, bizarrement, le carnet de son père se retrouve sur son chemin. Et donc, elle va décider de partir à la recherche de l'éclat d'éternité, puisqu'elle se dit qu'en le cherchant, peut-être qu'elle pourra aussi retrouver son père. Sauf que vous en doutez bien, Lena ne va pas pouvoir le récupérer comme ça. Déjà, il va falloir le retrouver, donc savoir où est-ce qu'il est. Il va falloir donc résoudre des énigmes, mais il va aussi falloir malheureusement affronter des ennemis qui clairement veulent récupérer l'éclat d'éternité avant elle. Lena Ventura, bien sûr, n'est pas seule dans cette aventure. Elle a avec elle le meilleur ami de son père qui s'appelle Harry Stones. Voilà, enfin son vrai nom c'est Harrison Stones, mais son surnom c'est Harry. Donc il va l'accompagner, je n'en dis pas plus, mais il va en avoir d'autres d'extérieur par la suite. Donc pour mon avis, pour faire assez rapide, pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus, j'ai bien aimé l'histoire dans le sens où tout l'aspect mythologie égyptienne m'a beaucoup plu parce que l'auteur nous donne plein d'informations sur les différentes divinités, sur les temples, sur ci, sur ça, les hiéroglyphes. Donc moi forcément je me suis régalée parce que la mythologie égyptienne, honnêtement, j'y connais rien. J'y connais rien du tout. Juste quand j'étais petite, j'étais fan de l'animé et du jeu Papyrus, voilà. Mais sinon, ça s'arrête là, mes connaissances sur la mythologie égyptienne. Donc ça, j'ai adoré. Toutes les énigmes, j'ai bien aimé parce qu'elles sont bien pensées, les réflexions des personnages, comment ils finissent par trouver la solution, pareil, j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'il y ait de l'aventure, même si parfois je trouvais qu'il y avait un peu des longueurs, où il y avait beaucoup de blabla, mais pas forcément vraiment d'action. Mais ça encore, ça m'a pas non plus spécialement dérangé. Cependant, un énorme point qui m'a beaucoup dérangé, c'est le problème, c'est la romance. Parce qu'il y a de la romance dans cette histoire, entre Lena et quelqu'un d'autre, que vous découvrirez par vous-même. Et j'ai pas aimé, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, l'histoire aurait été mieux sans romance. Ça, j'en ai parlé avec l'auteur par message privé, on a échangé sans problème, hein. C'est vrai que j'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé que elle prenait beaucoup trop de place dans l'histoire, surtout passé on va dire la moitié du roman. Et j'ai pas du tout aimé quand je lisais ces passages-là. Je vous avoue que enfin, c'est vrai que c'était horrible, mais j'aimais vraiment pas quoi. J'aimais vraiment pas. Je survolais limite les passages parce que je disais je veux passer à autre chose. J'aime pas ce qui se passe. Je vous dis les romances en général, soit ça passe, soit ça casse avec moi, mais vraiment violent, les deux extrêmes en fait. Et là, c'était malheureusement dans le ça casse. Mais sinon, mis à part ça, le roman est vraiment bien. Donc si vous, les romans de manière générale, vous vous en foutez, je pense que ça vous dérangera absolument pas. Si par contre quand vous avez du mal, ça risque de vous gêner un peu dans votre lecture. En tout cas, merci encore à Nathan pour m'avoir envoyé ton roman. C'était une très belle découverte. Alors là, je vais faire un peu rapide parce que c'est une fin de trilogie. Le tome 3 de la Quai des Vilaines, celui-ci s'intitule L'île du destin, toujours donc de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Cette couverture est magnifique, je pense que c'est ma préférée de la trilogie honnêtement.
Dans ce tome-là, si je vais faire un résumé, ce sera un peu compliqué parce que j'ai peur de donner des éléments du tome 2, de mélanger un peu les pinceaux comme je les ai lus très proches l'un de l'autre. Mais là, clairement, le but dans ce tome 3, c'est de retrouver les parents d'Ewilan et d'affronter Eléa, qui est la grande traîtresse qui a mené en fait à ce que toutes les sentinelles soient figées et à ce que les Raïs et les Tzlich prennent un peu le contrôle et commencent un peu à avoir un avantage dans la guerre. Dans ce tome, on a de nouveaux personnages qui arrivent et ça j'ai beaucoup aimé. On a notamment la sœur d'Edwin qui s'appelle... j'ai oublié. Siam, voilà, je savais que ça commençait par un S. Siam, donc Siam, qui est un personnage très sympathique. Au début, j'avais un peu du mal parce que ça va être un peu dégueulasse ce que je dis, mais je la trouvais sans personnalité. Au final, elle en a une, ça va. Après, ça se développe. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément. Enfin, je sais pas, j'étais là, je me dis ouais, sans plus, un nouveau personnage, pourquoi pas. Bon. On a toujours notre troupe donc qui ensemble donc vont vers de nouvelles quêtes. Toujours un plaisir de les avoir ensemble, même si je vous avoue que j'ai eu un peu de mal avec certains éléments, notamment le traitement de Salim, qui je trouve quand même s'en prend plein la gueule par les personnages. Le pauvre, il se fait souvent charrier, moquer, limite rabaisser. Et même par Ewilan, parfois je trouve que son comportement, Ewilan, je sais pas, ça me déplaît un peu, je la trouve un peu trop... comment dire. En fait, elle a confiance en elle, clairement. Elle est très intelligente, elle le sait. Elle est mature aussi. Mais justement, j'ai l'impression qu'elle prend un peu trop le melon et qu'elle se permet parfois d'avoir des comportements avec les autres un peu déplacés où en fait elle se met un peu en position de supériorité et elle dit un peu aux autres ce qu'ils doivent faire. Et elle le fait notamment avec Salim, ce qui fait que j'ai un peu du mal et même à comprendre leur romance puisque Ewilan plus ou moins aime Salim, mais en fait le problème c'est que moi j'ai pas l'impression qu'elle l'aime, j'ai l'impression qu'elle le considère juste comme un ami mais pas comme quelqu'un pour qui elle a des sentiments. Donc, je vous dis, les relations parfois comme elles sont décrites ou faites, j'ai eu un peu de mal, ou parfois je trouvais que ça se faisait pas trop, certains comportements ou certaines réactions et attitudes. Mais j'ai quand même adoré cette lecture, surtout que là on avance dans l'histoire. Et William, forcément vous en doutez, finit par retrouver ses parents. Et donc là, maintenant qu'elle a retrouvé ses parents, que Eléa a été confrontée, il va y avoir la guerre à poursuivre. Et puis, il y a aussi une nouvelle ouverture qui est celle d'explorer tout simplement le monde de Gwendalavir et de découvrir d'autres contrées, puisque on explique que partout ailleurs, en fait, dans ce monde, eh bien, il y a des humains qui vivent. Et ces humains-là, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, ce qu'ils sont devenus, s'ils ont des pouvoirs ou non. Enfin, tout un mystère, donc plein de nouvelles contrées à découvrir que je suppose, justement, on va voir et découvrir dans la deuxième trilogie, Les Mondes d'Ewilan. Mais donc, ce roman se termine plutôt bien. Après, autre élément que je trouve légèrement dommage, mais bon, ça malheureusement, c'est souvent comme ça dans les romans jeunesse, aventures fantastiques, c'est que voilà, on a la troupe d'amis qui vivent des aventures ensemble, mais personne ne meurt. Voilà, à chaque fois, les gens sont à deux doigts de clamser, mais ils survivent. Et là, encore une fois de plus, on a des personnages qui clairement, bon, auraient dû mourir comme d'habitude à différents moments, mais ne sont pas morts. Après, ça aurait été horrible hein, parce qu'on s'y attache énormément, donc on n'a pas forcément envie qu'il meure. Mais en même temps, je me dis, pour donner un petit côté comme si réaliste, parfois, malheureusement, sacrifier un ou deux personnages, ça apporte un truc. Enfin bon, ça c'est peut-être mon côté, vous allez dire, mais t'es complètement horrible, t'es tordu, mais je sais pas, vous me direz. Ensuite, on continue avec une suite de saga, le tome 5 de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Donc celui-là s'intitule Les anges battent la campagne, c'est aux éditions J'ai lu. Dans ce tome, comment le résumer? Alors, dans ce tome-là, Felicity veut partir veut aller chercher son père, donc qui s'est à nouveau retrouvé coincé, prisonnier dans les enfers, dans les limbes. Donc elle veut y aller, bien sûr, pour aller le chercher, elle veut Stanislas. Stanislas, le grand, le beau, entre deux, que tout le monde adore. Même si moi, je vous avoue, j'ai toujours été un peu plus Team Terence que Stanislas, mais bon, je pense que je suis la seule d'ailleurs, mais c'est pas grave. De toute façon, mon Terence, il a été mis aux oubliettes, clairement. Là, dans le tome 5, on le voit limite qu'à la fin. Et d'ailleurs, quand il est revenu, j'étais heureuse. Je me disais, oh, Terence. Mais très vite, l'auteur nous fait comprendre que
Il n'y aura que de l'amitié entre les deux personnages. J'ai dit ok, de toute façon j'avais compris qu'il fallait que je fasse mon deuil de Terence. De toute façon on le voit plus depuis le tome 3. Enfin bref, no comment. Mais donc, je reviens au résumé. Felicity va récupérer son père. Elle avait donc récupéré aussi, rappelez-vous, son fils Adam qui avait été enlevé par des fées. Donc là, elle a sa vie, une vie plus ou moins normale avec son fils, sauf que, bon, son fils, ça reste quand même un mi-ange, mi-démon, mi-humain, donc c'est un peu particulier, il faut lui donner une certaine éducation pour qu'il puisse notamment maîtriser, contrôler ses pouvoirs, enfin bref, il y a ces petits éléments-là aussi. Mais donc, vous l'aurez compris, Felicity va finir par aller donc dans les limbes pour essayer de récupérer son père. Clairement, la majorité de l'intrigue, c'est que ça. C'est vraiment les enfers, les limbes. Enfin, il y a tout. En fait, il y a, je dirais, presque 100 pages où c'est Felicity qui mène sa petite vie et qui veut récupérer son père, mais qui au début peut pas parce que c'est une espace, en gros, lui dit non, etc. Puis après, lui dit oui, et donc on essaie de voir comment on pourrait aller dans les enfers, etc. Donc en fait, il se passe rien, honnêtement. C'est pas que c'était lent, parce que ça reste quand même très rapide à lire, mais c'est juste, on se dit, punaise, est-ce que ça valait le coup de faire ce tome-là, pour vous dire. Ensuite, on a 100 pages, en gros, où elle est dans les limbes, en enfer. Donc là, à la limite, ça devient plus intéressant parce que on a le lore qui s'enrichit, tout simplement. On découvre les enfers, les différents démons, la hiérarchie, comment ça fonctionne, etc. Donc, pourquoi pas. Mais, honnêtement, en termes d'action, il se passe pas grand-chose. Et ensuite, on arrive en gros dans les 100 dernières pages, où là se passe toute l'action du roman, où le plus intéressant est là, en fait, tout simplement, et où le plus tragique est là aussi. En fait, c'est vraiment les 100 dernières pages qui m'ont fait me raccrocher au wagon, en fait. Parce que vraiment, j'étais en train de me dire, je pense qu'on aurait dû s'arrêter au tome 4. Au final, avec les 100 dernières pages du tome 5, on se dit, oui, bon, il faut un dernier tome, oui, il faut le tome 6 pour donner une conclusion à la fin du tome 5, parce que là, si ça se termine sur ça, au secours. Mais sinon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Je regrette un peu parce que, je vous dis, Fessia Cox, c'est une saga à la base que je porte dans mon cœur très très fort. Enfin, ça a une place très particulière. Et là, ce tome 5, c'était un peu compliqué. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi, mais déjà, quand j'ai commencé à le lire, j'avais l'impression que les personnages étaient différents. Alors, je sais pas, il faudrait que je vérifie s'il y a un écart ou pas. Si par exemple, il y a quelques années qui sont écoulées entre l'écriture, par exemple, du tome 4 et du tome 5. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu ce sentiment bizarre, d'étrangeté, quand je lisais les dialogues des personnages où j'ai l'impression qu'ils étaient différents, que quelque chose avait changé. Que ce soit Stéphanie, Stanislas Wood, je sais pas, je trouvais que leur comportement, ils étaient pas, ça faisait pas naturel que, non, ils parlaient pas comme ça avant, enfin, rien que ça déjà c'était très bizarre. On termine ce book review avec un service de presse. On a commencé avec un, on termine avec un autre, mais cette fois-ci on change de genre puisqu'il s'agit d'un polar. C'est Commandant François Chanel de Pascal Marmé aux éditions M+. Et alors, franchement, je l'ai bien aimé. Il y a quelques éléments qui m'ont, on va dire, titillé ou pas trop plu, mais j'ai vraiment bien aimé. Pour l'histoire, on suit le commandant François Chanel, qui va devoir mener une nouvelle enquête, celui du meurtre de la femme de l'ancien préfet qui lui-même s'était fait assassiner. Donc là, on se dit, oula, il doit y avoir un lien, et ça doit être la même personne qui les a tués. Surtout que d'autres meurtres arrivent par la suite, et on fait vraiment des liens, on se dit, ok, là, on a affaire probablement à un tueur en série. Pourquoi, comment, tout ça, on va se poser plein de questions, mais aussi ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en fait un jeune homme un peu au centre de cette affaire, qui pourrait donner plein de réponses, mais qu'on n'arrive pas à justement retrouver. C'est un jeune homme de 18 ans qui, soi-disant, s'appelle Laurent Bastos et qui, en fait, avait participé au cambriolage de la fameuse femme Alban qui s'est fait donc assassiner. Et donc, on sait que potentiellement, il détient les réponses à cette énigme, à ce problème-là, sauf qu'on n'arrive pas à le retrouver, ce jeune homme qui, donc, s'est retrouvé dans ce cambriolage-là avant le meurtre, puisqu'on a compris, il y a eu le cambriolage et ensuite la femme s'est faite assassiner. On a aussi un peu de sorcellerie, puisque Alban, tout comme son mari défunt, était, comment dire, très intéressé par l'art africain et par
un peu des objets très particuliers, des objets occultes en fait. Et ça aussi, il va y avoir un peu de sorcellerie là-dedans, puisqu'il va y avoir un peu parfois comment dire, de mythes et d'histoires de potentiellement malédiction ou autre autour de certains objets. Je vous dis, en fait, c'est plein de petites énigmes dans les énigmes. Il y a donc ce mystère autour de Laurent Bastos. Est-ce qu'il l'a simplement cambriolé ou est-ce qu'il aurait pas fait d'autres choses? Alban elle-même, très suspecte, puisque elle-même avait déjà eu 2 maris avant le préfet, qui tous les deux à chaque fois étaient morts. Donc est-ce qu'elle-même n'aurait pas un lien avec la mort du préfet? Mais dans ce cas-là, pourquoi elle-même est morte? Est-ce qu'il y a eu un règlement de compte ou non? Pareil, donc le sculpteur, si vous lisez l'histoire, vous verrez, le sculpteur qui était en lien avec elle, quel type de relation avait-il? Pourquoi lui aussi est mort? Enfin, plein d'énigmes. Pareil, des objets qui ont disparu, mais qui sont très importants. J'ai bien aimé ce roman parce que déjà, il se lit super vite. Et en général, quand un roman se lit vite, c'est qu'il est plutôt bien. Les chapitres sont très courts, s'enchaînent très bien. J'aime bien aussi que le narrateur soit à il, enfin la troisième personne du singulier. Si ça avait été un jeu, je pense que j'aurais moins bien accroché. Là, c'est parfait parce qu'on a les différents points de vue en fait. On a les points de vue à la fois du commandant François Chanel, mais également de Salomé, d'Alban, de Laurent Bastos. En fait, on a les points de vue un peu de tout le monde. Donc ça, c'est super. L'intrigue en elle-même est bien ficelée, c'est-à-dire que les éléments de scénario, quand on les obtient, nous paraissent cohérents, corrects, il n'y a pas de problème. Vraiment, dans l'ensemble, pour moi, c'est un polar très bien fait, très bien écrit. Les seuls éléments à la limite donc que je pourrais critiquer, c'est comment dire, les personnages en eux-mêmes, certains, notamment par exemple Alban. Je trouve que la façon dont ils sont décrits parfois est un peu trop caricaturale et exagérée, mais donc pas authentique. Parfois, certains dialogues, je trouvais que... Enfin, je me disais, qui dit ça dans la vraie vie? Personne. Ça faisait vraiment, en fait, le cliché de, voilà, la série policière ou autre. Alors, peut-être que justement, c'est fait exprès. Dans ce cas-là, y a aucun problème. Mais c'est juste que ça, c'est quelque chose qui m'a moins plu. Je trouvais que ça, en fait, ça faisait un peu décrocher de l'histoire. J'ai beaucoup aimé aussi, voilà, qu'on voit un peu le fonctionnement, malgré tout, de la police, les différentes... type de hiérarchie, qui fait quoi, le rôle de ci, de ça, comment fonctionne une arrestation. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est bien expliqué sans non plus trop en faire. Vraiment, c'est expliqué très rapidement, mais de façon très claire. C'est donc tout pour ce bilan lecture du mois de décembre. On a un peu de tout, hein. Si jamais vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains vous donnent envie ou sont tout simplement dans votre pile à lire, pareil, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je suis pas encore sûre sur quoi, mais je suis quasiment sûre qu'il y en aura une parce qu'en ce moment j'ai pas mal de vidéos à faire. Vous verrez en tout cas, on se retrouve pour sur la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.